Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Donc bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle radio de la mission locale. Je m'appelle Anastasia et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Victor, Zilan et Inès. Donc Victor, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Bonjour tout le monde, je vais vous parler du pays le plus heureux du monde. Ok. Et toi Zilan, de quoi vas-tu nous parler ? Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur les thématiques des séries et je vais vous parler d'une série phare des années 2000. Je garde le mystère et je garde le mystère et je ne vous en dis pas plus. Ok, très bien, merci. Donc moi je vais vous parler du MMA. Et toi Inès, de quoi vas-tu nous parler ? Bonjour, moi je vais vous parler de l'invincible judoka français Teddy Riner. Très bien, merci. Donc Victor, on te laisse la place. Ok. Ça enregistre ? Ok. Bonjour. Vas-y. C'est donc la Finlande qui a été élue pour la 7e année consécutive le pays le plus heureux du monde. Mais du coup, qu'est-ce qui rend les Finlandais si heureux ? Tout d'abord, il semble que les Finlandais ne ressentent pas la pression sociale d'être toujours positifs. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cette absence d'injonction à la positivité normative peut réduire le stress et augmenter le bien-être général. Ensuite, les Finlandais bénéficient d'un bon équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Cela leur laisse du temps pour se détendre et profiter de la vie, car après tout, le bonheur ne se trouve pas seulement dans le travail. La Finlande bénéficie aussi, comme ses voisins scandinaves, d'un modèle social exemplaire qui permet d'avoir accès à l'éducation et à la santé, gratuitement. De plus, le pays fait beaucoup pour l'égalité entre hommes et femmes, en permettant par exemple aux hommes de prendre plusieurs mois de congé parental, ce qui contribue à réduire les inégalités hommes et femmes et contribue à augmenter le niveau de vie du pays. La Finlande est aussi une nation sûre. Les services publics tournent sans accroc, les taux de criminalité et de corruption sont faibles, et la population et le gouvernement se font mutuellement confiance. Tous ces éléments contribuent à créer une société saine et une culture qui prend soin de chacun. Et cela s'étend aux visiteurs. Enfin, la Finlande est un pays riche en espaces naturels. Imaginez-vous en train de faire du camping dans une forêt finlandaise, de nager dans un lac ou de skier sur une piste enneigée. Grâce au concept du droit de tout un chacun, ces expériences sont accessibles à tous en Finlande. Pour finir, il est important de noter que le bonheur est une notion subjective. Ce qui rend les Finlandais heureux peut ne pas s'appliquer à tout le monde. Chaque individu et chaque culture a sa propre définition du bonheur. Voilà. Donc Zilan, maintenant nous t'écoutons. J'aimerais vous conter l'histoire de l'une des séries les plus mythiques et mystérieuses qu'il y ait eu à ce jour depuis l'invention des séries, Lost, les disparus. 13 ans après la fin de la série, Lost reste une série incontournable et figure de nombreuses fois dans les listes des meilleures séries. Mais à quoi lui est-elle due tout cet engouement ? Eh bien, Lost est une série innovante, à l'heure où les séries de l'époque étaient principalement des séries comiques. Elle a su renouveler la télévision, mêlant des disparus, une île, des phénomènes étranges et inexpliqués, du mystère, des trahisons. Elle a su se faire une place que nul d'autre n'a pu effectuer. Lost, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la série prit place via la ABC, l'une des plus grandes chaînes mondiales, et la première saison a été diffusée en 2004. L'âge de la plupart de mes auditeurs actuels, décidément, puis s'est terminée en 2010 avec à l'affiche 6 grandioses saisons. Sachez qu'à elle seule, sa première saison a attiré l'œil de plus de 16 millions de téléspectateurs par épisode aux États-Unis. La dernière saison a-t-elle effectué une moyenne de 11 millions de téléspectateurs dans ce pays, du jamais vu pour une série américaine. Mais alors, pourquoi cette série est-elle tant appréciée du public ? Premièrement, sachez que la série a été créée et est sortie en même temps que Twitter, Reddit, Facebook et YouTube, etc. Il s'agit de ce fait de la toute première série où les fans avaient un endroit où se retrouver pour échanger les théories les plus farfelues. Ensuite, c'est synopsis. Lost raconte l'histoire d'un groupe de passagers dont l'avion s'écrase sur une île. Seulement, cette île n'est pas ordinaire.
Il s'agit là d'une île mystérieuse où ont lieu des phénomènes étranges. Cette île, qui va devenir actrice de la série, il s'agit d'un personnage à part entière. La série suit donc une vingtaine de personnages qui ne se connaissent pas, qui vont se découvrir, se mentir, s'aimer, se tuer, etc. Et cela pose des questions sur le libre arbitre, le destin, le passé, le futur et le présent. Cette série est faite pour plaire à tous, elle représente à elle seule ce que tout le monde recherche dans une série. Mais particulièrement le mystère. Cette série arbore nombre d'entre eux via le monde. Mais particulièrement le mystère. Cette série arbore nombre d'entre eux via le monstre, créature emblématique et énigmatique, la suite successive des chiffres dits maudits, les ours polaires qui n'ont rien à faire sur une île, car habitant dans des terres glaciales, le personnage de John Locke également, qui mentionne la magie de l'île, le mystère du vol et bien plus encore. Je n'ai pas mentionné les personnages, mais sachez qu'ils sont tous incroyables. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, ils sont humains. Les épisodes sont des chefs-d'œuvre, voilà ce qui en fait si bien le succès. Découvrez les mystères de Lost, vous m'en remercierez. Très bien, merci. Donc, premièrement, avant de se plonger dans la naissance du MMA, voici un petit rappel sur ce sport. Le MMA est un sport de combat regroupant plusieurs disciplines comme la boxe, le kickboxing, le muay thai, la lutte, le judo et le jiu-jitsu brésilien. Les combats sont pratiqués sous forme de championnat et peuvent être gagnés par KO, KO technique, abandon ou décision des juges. Vers 1900, un japonais nommé Mitsuyo Maeda s'installe dans la province du Para et devient rapidement ami avec Gustavo Gracie. Outre son envie d'établir une colonie japonaise, Mitsuyo Maeda était également connu pour être un champion de judo. Suite à la demande de Gustavo, Maeda enseigna le judo et le jiu-jitsu à son fils Carlos pendant quelques années. Après le départ de Maeda, Carlos Gracie enseigna à son tour ce qu'il avait appris à ses frères. Dans le but de promouvoir son art, Helio Gracie lança le Challenge Gracie, qui consistait à le battre en duel. Des combats sans règles étaient organisés à huis clos, lui permettant ainsi de prouver à tout le monde la supériorité de son art. Au fur et à mesure, la popularité de ces combats se répandit dans tout Rio, et on nomma les rencontres d'Helio le Vale Tudo, ce qui signifie tout est permis. Bien vite, des représentants d'autres écoles comme des judokas, des karatékas, des boxeurs et des pratiquants de capoeira le défièrent et perdirent le duel. Vers les années 1980, Rorion, le fils aîné de Helio, part aux États-Unis pour y enseigner le Gracie Jiu-Jitsu. Il propose ensuite à quiconque battra l'un de ses frères dans un match de Vale Tudo la somme de $100 000. Plus tard, Rorion décide avec deux hommes d'affaires d'augmenter encore la popularité du Gracie Jiu-Jitsu et des combats libres en organisant un championnat retranscrit à la télévision. Ce championnat se nomme Ultimate Fighting Championship ou UFC. Le but est de faire s'affronter des adversaires avec différents styles d'arts martiaux. C'est ainsi que le 12 novembre 1993, l'UFC 1 voit le jour. Royce Gracie remporte les 3 premières éditions de ce nouveau genre de sport qui est à l'époque très mal vu. En effet, il n'y avait pas encore de juges, de rounds ou de catégories de poids. Les combats étaient donc gagnés par KO, arrêt de l'arbitre ou par abandon. Suite à la brutalité des combats, souvent sans protection réglementaire, l'UFC reçoit des plaintes et est au bord de la faillite. C'est ainsi que le Pride Fighting Championships est organisé au Japon. Cette fois, des catégories de poids sont mises en place, des règles plus précises des rounds ainsi que des juges. Les combats sont organisés dans des rings de boxe. Il arrive donc fréquemment que les combattants se retrouvent projetés en dehors des cordes suite à une amenée au sol. En 2001, les frères Fertitta et un promoteur de boxe, Dana White, décident de reprendre l'UFC pour $2 millions pour uniformiser les règles de la MMA. Il espère ainsi créer une organisation légitime. C'est ainsi que l'UFC renaît de ses cendres pour organiser des combats réglementés. L'organisation va en outre réutiliser la cage comme à ses débuts, non pas pour le spectacle, mais pour préserver l'intégrité des combattants. Depuis lors, le MMA est devenu, grâce à l'UFC, le sport de combat le plus grandissant au monde. Des combattants comme Anderson Silva, Georges St-Pierre, John Jones, Randy Couture ou Conor McGregor ont contribué à populariser le MMA dans le monde entier en devenant des icônes de ce sport. Inès, c'est à ton tour de nous parler de ton sujet. L'invincible judoka français olympique Teddy Riner. Mais pour commencer, Teddy Riner est né le 7 avril 1989 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Il découvre le sport au sud de la capitale où ses parents l'inscrivent à l'âge de 5 ans au club de multisport.
Débordant d'énergie, Teddy s'essaye à quasiment tous les sports, à l'escalade, au golf, au tennis, à la natation. Mais très vite, il s'oriente vers le judo et le football. Il optera un peu plus tard pour le judo parce qu'il obtient de très bons résultats. À l'âge de 14 ans, il intègre le pôle espoir de Rouen où il ne restera qu'un an. L'année suivante, il revient dans la capitale pour rejoindre l'équipe de France à l'INSEP. Révélé en 2006 par un titre européen et mondial junior, l'année suivante, il devient le plus jeune champion d'Europe en poids lourd et le plus jeune champion du monde masculin. En 2007, il décroche la médaille d'or des championnats d'Europe, ce qui fait de lui le plus jeune judoka à posséder ce titre, alors qu'il n'est encore qu'en junior. Il se retrouve en équipe de France depuis l'âge de 15 ans. Il s'entraîne de 2004 à 2013 avec Benoît Compargue et depuis 2013, il s'entraîne avec Franck Chambilly, son nouvel entraîneur. Droitier ayant un grand gabarit par rapport à la moyenne des judokas de sa catégorie, 2 m 4 pour 138 kg, il se classe en catégorie poids lourd. Grâce à sa technique, Teddy Riner s'impose très vite comme l'un des judokas les plus doués de sa génération. Ce qui va lui permettre de remporter ses titres mondiaux consécutivement en tant que poids lourd. À Rio de Janeiro en 2007, à Rotterdam en 2009, à Tokyo en 2010, à Paris en 2011, à Rio de Janeiro en 2013, à Chili Banks en 2014, à Astana en 2015, à Budapest en 2017 et à Doha en 2023, ainsi qu'en toute catégorie à Levallois-Perret en 2008 et à Marrakech en 2017. Pour faire un résumé de son immense palmarès, il détient 11 titres mondiaux. 2 médailles d'or olympiques en individuel, 1 médaille d'or par équipe, 2 médailles de bronze olympiques en individuel, 5 titres de champion d'Europe, 4 titres de champion de France, 4 masters mondiales et 8 Paris Grand Glam. Et tout simplement le judoka le plus titré toutes catégories confondues. Avec un tel palmarès, il est sans doute l'un des dignes successeurs de David Douillet. Au cours de sa carrière senior, Riner n'a essuyé que 5 défaites, toutes compétitions confondues. Son record de 10 ans d'invincibilité avec 154 victoires consécutives a pris fin quand il s'est incliné face aux Japonais lors du 3e round du Grand Slam de Paris, en 2020. Ces défaites lui ont permis d'apprendre et de s'améliorer sur son côté gauche, encore trop faible. Mais n'oublions pas que Teddy Riner est aussi un athlète très engagé dans le bien-être des enfants. Il est aussi ambassadeur de l'UNICEF France. Très concerné par le bien-être des enfants, il agit depuis plusieurs années aux côtés de l'UNICEF. Le sportif met bénévolement à profit sa notoriété pour apporter des messages forts en faveur de la petite enfance. La popularité de Teddy Riner permet de toucher un vaste public et de renforcer la collecte de fonds de l'UNICEF. Porteur de valeurs comme le respect, la générosité et le partage, Teddy peut se prétendre champion de la cause des enfants. Avec son soutien, l'UNICEF continue à défendre les droits des enfants, à travailler pour leur survie, leur éducation, leur protection et aussi leur développement. Depuis juillet 2012, il est officiellement le parrain de l'Institut des maladies génétiques. Sans oublier qu'en 2016, le champion du monde de judo, Teddy Riner, a été élu porte-drapeau de la délégation tricolore aux Jeux Olympiques de Rio. Et pour finir, Teddy Riner, comme tout immense champion, ouvre l'académie Teddy Riner, à son nom, à sa méthode d'entraînement et une rigueur infaillible. Maintenant, il est aussi possible d'apprendre en partie la méthode Teddy Riner, ce qui consiste de permettre à des centaines d'enfants de le rencontrer et de passer une semaine à apprendre aux côtés de ses anciens entraîneurs, ses meilleures techniques, sa manière de vivre le judo et sa méthode pour réussir et gagner. Pour conclure, la Fédération française de judo a annoncé la sélection de Riner pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il confirme sa présence et fera ses derniers JO de sa carrière. Très bien, merci. Merci à tous d'avoir participé et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.